Mercredi 7 mai 2017, ou du moins 7 juin, voilà, je vais voir si vous étiez attentifs. C'est le 7 juin, bel et bien 2017. Merci d'être avec nous pour ce troisième rendez-vous de la semaine. Nous sommes en direct sur RTI1 et nous émettons, vous le savez, d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Magnifique pays, c'est Matin Bonheur. C'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui toutes les cases cochées. Et vraiment, on va aller tranquillement, tout doucement. Confiez-nous votre réveil, nous sommes là. Bonjour Eva. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Alors, bien dormi, bien réveillé, en tout cas, je l'espère. Merci d'être en notre compagnie sur RTI1. La matinale a démarré, le coq, il a chanté et le programme, il vous est dévoilé tout de suite. Vous le savez, tous les vendredis, nous avons notre chronique écologie. Aujourd'hui, ce sera l'affaire de Kanzli Mindé. Et puis, en fin d'émission, pour la thématique famille, notre psy experte en thématique famille, donc façon Matin Bonheur, docteur Bernadette Asson-Guesson, nous dira comment concilier vie de famille et travail. Tout un programme et je sais que vous êtes nombreux à être concernés par l'épineuse question. Eh bien, sans oublier bien sûr tous les reportages glanés ça et là par nos reporters hyper spéciaux. Et puis on aura également la gym, l'information avec le JT qui sera signé aujourd'hui Maïsako. Pour l'heure, on démarre toujours avec l'information, mais cette fois façon titrologie. Et elle, c'est Fatim Didier. Bonjour encore. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Je vous propose un résumé de l'actualité en mots et en images grâce au travail quotidien de mes confrères de la presse écrite. Fraternité Matin, ce matin, annonce donc un tête-à-tête Macron-Ouattara ce dimanche à Paris. Et l'autre sujet concerne le décès de Cheikh Tioté. Le monde sportif lui rend hommage et je développerai ces deux informations lors de la revue de presse tout à l'heure. Le quotidien L'Expression s'intéresse à la présidentielle de 2020 et s'interroge PDCI, RDR, FPI, RHDP, UDPCI, déjà la confrontation. Et période d'examen oblige, vous trouverez des conseils, chers amis candidats, pour éviter le stress. On poursuit avec Nord-Sud qui titre « Pourquoi Soro ne peut pas opérer de putsch ?» à sa une. Et le journal propose une enquête sur les accidents de la route avec des chiffres alarmants, il faut le dire. Soir Info s'intéresse à la situation politique aussi et prétend que le camp Soro s'apprête à créer un mouvement. Et on apprend qu'au sujet des agents de pompes funèbres abattus, l'autopsie des corps reste encore bloquée. L'Inter aussi s'intéresse au président de l'Assemblée nationale. Après les attaques contre sa personne, Soro réagit et lance un appel. Je vous en parlerai lors de la revue de presse. Et on apprend au sujet de la présidentielle 2020 que le PDCI prévient si Alassane Ouattara est candidat, on l'affrontera. Le journal de l'opposition, Notre Voix, qui affirme que le pays cherche un président réconciliateur. Et le quotidien propose aussi une enquête sur la zone industrielle d'Abidjan intitulée « Quand les travailleurs deviennent des esclaves ». Et pour finir, une fois n'est pas coutume, c'est la une très surprenante de l'hebdomadaire français L'Express. Je précise que ce n'est pas une blague. On y voit Emmanuel Macron et ce titre très ironique, la Macron-mania, il marche sur l'eau et Poutine, même pas peur, il va sauver la planète face à Trump. Alors je développerai une grande partie de ces informations lors de la revue de presse, juste après le journal de Maïsako. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fatim. Avec beaucoup de plaisir, on va vous retrouver aux alentours de 6h45, c'est cela, ou juste après le journal. Pour être plus précis, vous aurez bien sûr le journal, mais avant, la météo. Et justement, pour aller vraiment un peu dans le sommaire de cette météo, sachez que le temps s'annonce frais sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. Alternance de nuages et d'éclaircies avec des risques de pluie, parce que vous savez, nous sommes dans la saison. Bienvenue une fois de plus aujourd'hui, c'est le 158e jour de l'année. Et oui, ça passe vite, ça passe très vite. Bonne fête à tous les Gilbert à travers le monde entier. Et puis également, bonne fête à tous les sportifs, à tous ceux qui se lèvent tôt le matin, qu'on croise en venant et qui sont soit en footing, soit en marche, mais en tout cas qui font bouger leur corps. Ça tombe bien, nous sommes preneurs, la preuve. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette séance de leg workout. On va spécialement travailler nos cuisses aujourd'hui. On va faire des squats, on va travailler assis sur notre tapis, couché par moment. Donc prenez juste votre tapis et puis top, on part directement avec les échauffements. On va faire des flexions au niveau de nos genoux. Là, 1, 2, 3, 4, 5, on en fait 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Rotation des genoux. 1,
2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Allez, le premier exercice donc, que je vous propose, je vous avais dit qu'on allait faire des squats. Donc on part directement avec les squats. Pour faire de bons squats, il faut écarter les jambes au moins de la largeur des épaules. Si vous voulez avoir plus d'effet au niveau de l'intérieur des cuisses, vous ouvrez un peu plus les pieds. Sinon, vous les gardez à 11h05 et vous faites une descente là et vous remontez. Il faut essayer d'aller le plus bas possible pour pouvoir bien sentir les effets au niveau des cuisses. Top, c'est parti, on en fait 15. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ce qui concerne la respiration, on inspire en descendant et on expire à la remontée. Allez, 7, 8, 9, 10. Allez, plus bas encore. 1, 2, 3, 4. Un dernier. Ok, super. Allez, on relâche les jambes. Juste 10 secondes et on repart encore. Je disais tantôt que pour la respiration, vous inspirez en descendant comme ça. Et lorsque vous remontez, vous expirez. Ça vous permet de ne pas être trop essoufflé. Ça vous permet de pouvoir tenir longtemps en exécutant ces mouvements. Allez, on repart. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Descendez bien bas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dernier. Ok, super. Sans plus tarder, on passe directement au sol, ok, sur le tapis. Allez, on s'assoit là. Ceux qui n'ont pas d'équilibre, vous pouvez mettre les mains en arrière comme ça. On plie une jambe et on déplie l'autre là. 1, 2, ok. Ceux qui ont beaucoup plus d'équilibre, vous tendez les bras là et on y va. 1, 2, on en fait 15 sur chaque jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ok, super. Allez, on souffle. On profite en même temps pour changer de jambe. 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, un dernier. Ok, super. Allez, on va passer directement au sol, comme on l'a dit. L'avant-bras reste au sol, la jambe bien tendue. Ok, la main au niveau de la hanche où on appuie contre le sol. La jambe gauche tendue, part en l'air et revient. Sans toucher la jambe droite qui est en bas. Allez, on en fait 20. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on part de l'autre côté directement pour travailler la jambe droite. Ok, même principe. L'avant-bras gauche au sol. Ok, on met la main à plat ou au niveau de la hanche. La jambe droite tendue, ne touche plus la jambe gauche tendue au sol. Et top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite séance consacrée aux cuisses. Il faudra répéter ces exercices encore une deuxième fois, voire une troisième fois. Ok, rendez-vous demain pour une autre séance. Allez, ciao. Merci coach. On rappelle, très chers téléspectateurs, que si vous n'arrivez pas à faire les exercices préconisés par le coach en semaine, parce que vous êtes en train de vous préparer à vous rendre sur votre lieu de service,
Vous pouvez retrouver la compile de tous ces exercices samedi matin et vous les faites tous d'un coup. Ce sera même meilleur peut-être pour votre santé. On va à présent se diriger vers le point route, histoire de savoir comment est-ce que la circulation se passe sur les principales artères de notre belle capitale abidjanaise. Et c'est le point route. 6h05 partout en Côte d'Ivoire et sur les routes également. La preuve, regardez la circulation du côté de Koumassi, au pied du château d'eau qui est juste en face de nous là, en direct, avec des camions inévitables qui passent toujours. Histoire de vous dire, mesdames et messieurs, que la circulation est assez fluide. Christelle Akoussa, à bord de la Matino Mobile, nous emmène à présent pas très loin. Ah si, carrément hein, à l'opposé, hein, c'est Abidjan Nord, si je ne m'abuse, on a 2 plateaux. Sur le boulevard Latry, vous le voyez, le temps, voilà, pratiquement pas beaucoup de circulation. Hein. C'est vrai qu'il est assez tôt ce matin et que vous êtes sûrement en train de regarder votre matinale préférée. Ensuite, nous allons aller certainement soit au De Gaulle, soit à Trècheville. Ça tombe bien, Trècheville, le grand carrefour. Ah oui, c'est très très vide ce matin. Est-ce que c'est le froid qui vraiment empêche les Trèchevillois et les Trèchevilloises de sortir, ou bien, bon, voilà, on salue au passage hein, le cycliste qui passe avec encore une fois un camion, pour dire que la circulation est vraiment, il y a vraiment un RAS sur la route de Trècheville, le grand carrefour surtout. On est censé se rendre à présent au plateau, voilà. Sur le pont de Gaulle, là, eh bien, nous avons des matinophiles également, mais qui ne sont pas devant leurs petits écrans. Ils sont sur le pont de Gaulle, en train de se rendre sûrement sur leur lieu d'activité. Donc, vous le voyez dans le sens Trècheville-Plateau ou Plateau-Trècheville, la circulation très fluide ce matin. Aujourd'hui, c'est le 7 juin. Vous savez que le mois de juin est le mois des examens. C'est un mois vraiment de révision, de concentration. Si il sonne aussi le temps des vacances pour certains, mais pour d'autres, c'est la concentration. Hier, déjà, c'était donc nos petits amis, nos bouts de chou, les enfants, qui étaient donc à l'épreuve au front par rapport à l'entrée en 6e. On espère que ça s'est bien passé et que ces enfants vont pouvoir bien se reposer maintenant. En attendant, nous, on va continuer l'examen. On va examiner ce jour du 7 juin avec maintenant un reportage que nous vous proposons. Vous savez que notre émission est ponctuée de délicieux reportages qui surtout nous apprennent toujours quelque chose. Regardez. Le barrage de T-Waterskloof n'est plus qu'un vaste désert. Habituellement, cette étendue remplie d'eau sert de réservoir pour la ville du Cap et ses 3 millions d'habitants. Mais plus de 2 ans d'une sécheresse hors norme ont conduit à ce désastre. Lorsque c'est rempli à 100%, l'eau doit arriver jusqu'ici. Vous voyez bien où on en est aujourd'hui. Les réservoirs de la région du Cap sont secs à 80%. Dans les clubs nautiques, ces bouées qui ne flottent même plus révèlent l'étendue des dégâts. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu le niveau de l'eau aussi bas. La ville du Cap a déclaré l'état de catastrophe naturelle et mis en place de strictes restrictions d'eau. 100 litres par jour, c'est le maximum autorisé pour ses habitants. Ils peuvent seulement boire, cuisiner et faire le nettoyage de base. On compte sur un miracle. Il n'y a aucun signe de pluie à venir, donc il ne nous reste qu'à prier. Selon les standards internationaux, le mécanisme optimal pour gérer une sécheresse, c'est de contrôler la demande. C'est ce que nous faisons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas à notre approvisionnement. Nous avons mis un coup d'accélérateur de ce côté-là aussi. De bonnes précipitations ont touché la majeure partie de l'Afrique australe pendant l'été qui vient de s'achever. Au Cap, c'est en hiver que les pluies sont les plus fréquentes, mais les experts craignent que les précipitations soient insuffisantes ces prochains mois. Il faut 3 bonnes années pour remplir un réservoir, surtout les gros. Il est donc peu probable qu'ils se remplissent. Au mieux, ils le seront à 60-70%. On aurait beaucoup de chance si c'était davantage. Et même dans ce cas, on en serait à peu près au même point que l'an dernier à pareille époque. La ville du Cap envisage de pomper les poches d'eau de ces montagnes et de construire 2 usines de dessalement de l'eau de mer. Des solutions indispensables pour lutter contre les étés de plus en plus chauds et secs dus au changement climatique. Les efforts des Keptoniens sont loin d'être terminés. Et on parlait donc de changement climatique et dans quelques instants, ce sera bien sûr la chronique écologie avec Kanzli Midé qui nous en parlera également. Mais pour l'heure, je vous envoie en Tunisie où cette fois des critiques se font vives contre le secteur de la santé. Des murs décrépits, du matériel en panne et des chambres délabrées. C'est un hôpital public de Tunis. Hadj Mahmoud est traité pour un cancer
et attend de voir un médecin depuis des jours. Ici, les gens pauvres ne peuvent pas vivre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Personne ne nous écoute. Je suis fatigué. Depuis l'indépendance, le développement de la santé publique figurait au rang de priorité pour la Tunisie. Mais depuis les années 90, la corruption et la mauvaise gestion ont fait régresser le secteur. Une situation qui empire depuis la révolution de 2011. L'année dernière, la dette des hôpitaux publics a approché les 200 millions d'euros, d'après le ministère. Après la révolution, soit on a inscrit des projets qu'on n'arrive pas à réaliser, soit on a construit des structures et qui ne sont pas fonctionnelles, soit par manque de moyens humains, ressources humaines, soit par manque d'équipement, soit ils sont là fermés qu'on a oubliés. Les mauvaises conditions mettent aussi une forte pression sur le personnel médical. Ils doivent gérer des patients mécontents et un manque de moyens critiques. Chaque jour, nous avons des problèmes. Chaque jour. Au minimum, c'est une agression verbale. Même si nous essayons de parler avec les patients respectueusement. En 10 ans, l'espérance de vie en Tunisie est malgré tout passée de 66 à 73 ans. Mais en dehors de la capitale, la situation est bien pire. Et avec les coûts très élevés des cliniques privées, la plupart des Tunisiens doivent faire avec. Pas facile, hein, le problème donc, de la santé, la gestion de la santé est un problème subséquent à tous les pays africains du nord au sud. Gageons que cela vraiment cesse et que nos pays puissent vraiment avoir plein de moyens afin de s'occuper de la santé réellement des populations, que ce soit au niveau urbain qu'au niveau rural. Merci pour ce précieux reportage. Merci à vous également d'être en notre compagnie. La santé et l'écologie que nous allons franchir maintenant. Juste un petit pas pour parler donc bien-être, écologie. Vous savez que le monde entier a été bouleversé, tant soit peu, par l'annonce du retrait des États-Unis par rapport à l'accord de Paris, avec l'annonce, le président des États-Unis, Donald Trump, qui s'exprimait dans la roseraie de la Maison-Blanche. Et vraiment, depuis, les commentaires fusent. Et nous récupérons ce thème-là pour en faire un commentaire, voir un peu les incidences qu'il y a sur notre pays, sur l'Afrique. C'est avec notre spécialiste maison, Konzli Midé. Bonjour Konzli. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Retrait des États-Unis d'Amérique, quel impact sur nos pays africains et particulièrement en Côte d'Ivoire? C'est le thème de l'écologie aujourd'hui. Oui. Et apparemment, ça fait peur. Oui, ça inquiète beaucoup parce que tout à l'heure, on a vu deux reportages. Déjà, le premier reportage qui parlait du manque d'eau qu'il y a dans une région au nord de l'Afrique. Et puis également, on a parlé aussi des maladies. Vous savez que les impacts du changement climatique aussi entraînent ce développement des maladies cancérogènes qu'on découvre maintenant que malheureusement l'Afrique vit et surtout en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de ça que nous allons parler justement. Quel est l'impact de ce retrait des États-Unis, justement, de l'accord qu'il y a eu à Paris? Et pour revenir à cela, regardons déjà, faisons un petit récap de ce qui s'est passé à Paris en 2015 lors de cette COP21. Une ovation, des sourires et des larmes de joie. Oubliez l'échec de Copenhague en 2009, l'accord de Paris est enfin adopté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Faire approuver un texte par 195 pays aux intérêts si divergents, c'est sans aucun doute une victoire diplomatique, mais peut-on parler de victoire pour l'environnement ? Et puis, il y a les sujets qu'on a préféré mettre de côté. Les océans, les droits de l'homme, la mise en place d'un prix du carbone ou encore les émissions du transport aérien et maritime qui égalent à elles seules celles de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Au fond, l'accord de Paris n'est qu'une étape. Il faut se hisser encore à la hauteur de l'enjeu.
C'est une étape. Hein. Voilà, ça c'est qu'une étape. Mais depuis jeudi dernier, l'étape est mise à mal. Cette étape est mise en mal et je dois dire tous les dirigeants sont vraiment en branle, tous les dirigeants sont inquiets et surtout les Africains parce que c'est surtout nous émettons moins le gaz à effet de serre, des gaz carboniques, mais nous subissons plus les effets du changement climatique. Ça se ressent même chez le cultivateur dans les provinces et dans nos villages. On n'a plus les récoltes comme avant, hein, la sécheresse sévit partout, la famine entend devenir, les maladies se développent. Je pense que c'est des choses qu'il faut revoir, surtout au niveau des pays africains. Mais moi, ce que je vais dire aussi sur cette thématique, c'est qu'il ne faudrait pas justement que nous restions, nous, Africains, à attendre justement je dois dire, à ce que les pays pollueurs, les grands pays pollueurs dont les États-Unis en font partie, sont les États-Unis justement qui occupent la 2e place en matière de pays pollueurs, nous attendions forcément les financements. Il faudrait qu'à notre niveau, nous sommes remplis d'intelligence, nous mettons en place justement des techniques pour pouvoir s'adapter aux différents effets du changement climatique. Et pour toujours étayer justement notre chronique du jour, nous avons depuis le Maroc justement un monsieur Ben Said qui nous donne son avis justement sur cette thématique, cette problématique qui mine notre monde entier. Je vois que la décision du président américain Donald Trump de retirer son pays de l'accord climat de Paris signé en 2015, je crois que c'est un acte égoïste, injuste et non responsable. Et aussi, c'est contre la Charte des Nations Unies et la Déclaration internationale des droits de l'homme. L'homme africain aujourd'hui a le droit d'être protégé contre le changement climatique. Ce changement qui aura de sérieuses répercussions en Afrique, notamment avec les vagues, les chaleurs extrêmes, un manque de précipitations, l'agriculture et la pêche notamment seront en souffrance. Je crois que le retrait de l'accord de Paris est vraiment un acte non responsable, surtout par un pays qui est considéré comme le 2e plus gros émetteur de carbone au monde. Nous, on vit ensemble dans un monde qui est menacé par plusieurs risques et on voit un président qui prétend être la première force au monde et qui prétend être le garde-à-vous des droits de l'humanité et le bonheur pour l'humanité, il déclare le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. C'est insupportable et aussi c'est incompréhensible. Et je crois que c'est un acte qui n'est pas responsable. Et je crois aussi que les pays africains ils doivent travailler ensemble pour justement montrer ou démontrer que Trump n'est pas un président qui aime le bonheur pour l'humanité et pour les Africains. Voilà, alors on rappelle la qualité de ce monsieur qui s'exprimait. Oui, c'est un expert en environnement. Il est également le chargé de communication de l'ICESCO, qui est l'organisation islamique pour l'éducation, également pour la culture au niveau du Maroc. Donc voilà, il s'est exprimé, c'est un observateur également qui a donné son avis. Il y a aussi le point focal, Fonds vert. Le Fonds vert, c'est un fonds destiné à soutenir les pays africains dans la problématique du changement climatique. Donc le point focal Fonds vert au niveau du Sénégal également, qui s'exprime et qui donne vraiment les impacts qu'on aura sur les pays africains. En tant que climato-sceptique, la décision de Trump ne nous a pas surpris. Toutefois, il faut considérer qu'il y aura des conséquences immédiates, notamment sur le plan financier, parce que les États-Unis sont un grand contributeur au niveau des pays développés. Et Obama avait pris l'engagement de financer le Fonds vert climat à hauteur de 3 milliards. Donc jusque-là, nous n'avons reçu que 1 milliard, donc il restait 2 milliards pour un peu combler, respecter ces engagements-là. Et nous le savons tous, les pays en développement
sont financés à travers le Fonds vert climat pour remplir les engagements par rapport à la lutte contre la dégradation du climat. Donc l'autre élément, c'est par rapport à l'objectif de Paris, donc de limiter la hausse de la température à 2 degrés ou à 1,5 degrés. Donc nous savons tous qu'en tant que second pollueur au monde, si les États-Unis ne respectent pas leur engagement, cela va relever la hausse de la température. Voilà. Alors là, c'est clair. Maintenant, on a vu l'intervention de nos amis de Fonds Vert. C'est monsieur Emmanuel Seck. Voilà, l'accord de Paris rejeté donc par Donald Trump. Alors, quelles sont les dispositions prises ou qui devraient être prises par notre continent? Voilà, et justement, à la suite de monsieur Emmanuel Seck, au niveau de la Côte d'Ivoire, quel est le véritable problème? Nos autorités, et nous avons interviewé également un expert en développement durable qui est M. Cédric Lombardo également, qui essaie de donner les responsabilités de chacun et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire surtout. On écoute. Alors que penser du retrait des États-Unis de l'accord de Paris? On va en dire 3 choses. La première, dans une analogie avec un match de football, c'est à peu près comme si le capitaine de l'équipe venait de nous quitter pour aller jouer dans le camp adverse. Alors forcément, on sent que le match contre le changement climatique va être un petit peu compliqué. Mais si on a une bonne équipe, on peut être 10 joueurs et on peut en battre 12. Donc, regardons l'équipe que nous avons. Première nouvelle, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à l'accord de Paris. Et ça, c'est très important. Deuxième nouvelle, la Chine a dit, moi, pareil, je respecterai mes engagements. Et troisième nouvelle plus intéressante, c'est l'Inde qui a dit, non seulement je vais respecter mes engagements, mais je vais même essayer de faire mieux. Donc, on se rend compte que le match continue, même si pour l'instant, on a une suspension de la part des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on regarde un petit peu l'histoire américaine, ce n'est pas la première fois qu'on voit 2 camps qui s'opposent. D'un côté, on a un camp qui est progressiste, qui veut le progrès technologique, qui veut le progrès humain. Et dans l'histoire des États-Unis, on va citer le Nord qui voulait justement qu'on ait accès à l'énergie à la vapeur, qui voulait changer le modèle industriel des États-Unis. Et puis de l'autre côté, on avait le Sud. Et on avait un Sud qui, lui, était très traditionnaliste. Et pour lui, l'outil de production, c'était une main-d'œuvre gratuite, c'était l'esclave. Alors pourquoi aller changer de technologie, dépenser de l'argent dans les machines à la vapeur, alors qu'on a un mode de production, l'esclave, qui est gratuit sur le terrain? Eh bien, aujourd'hui, c'est à peu près le même problème que nous avons. Vous avez un camp progressiste qui dit il faut moderniser l'outil de production, il faut être moins gourmand en énergie, il faut être plus efficace dans la consommation des ressources. Et puis de l'autre côté, vous avez un groupe qui dit tout ça c'est faux, c'est uniquement pour m'empêcher de produire, ça va me tuer des emplois, ça va fausser ma compétitivité. Et on voit bien que de toute façon, c'est un combat contre le progrès qui sera perdu un jour ou l'autre. On n'a pas d'autre choix que d'entrer dans une économie verte pour un développement durable. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, maintenant, il nous renvoie à nous-mêmes qui sommes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'attendre l'aide qui viendra de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'aide américaine qui nous fait défaut. Peut-être que demain, les enjeux de l'Union européenne, de la Chine ou de l'Inde seront tellement importants qu'ils vont devoir investir pour leur propre adaptation au changement climatique. Et si nous, en Côte d'Ivoire, on passe notre temps à attendre une aide d'extérieur, on va avoir des difficultés. Et c'est là où il faut souligner et saluer toute l'équipe de Matin Bonheur, parce qu'on a un important travail de sensibilisation à effectuer en montrant des problèmes concrets, faciles à comprendre, des solutions concrètes, faciles à appliquer. Et c'est un peu ce qu'on avait fait ensemble d'ailleurs à l'époque de Durban en 2011 pour sensibiliser les téléspectateurs ivoiriens aux enjeux du changement climatique. Voilà. C'est un plaisir de revoir M. Lombardo. Justement, à l'époque, pour Durban, il était venu avec ses diapos, tout ça. C'est vraiment un monsieur qu'on salue et qu'on respecte, qui fait beaucoup pour l'environnement, mais le plus souvent, il n'est pas très écouté. Ouais, malheureusement. Comme on dit, les problèmes de l'environnement ne sont toujours pas pris en compte, et c'est notre devoir, nous, hommes des médias, journalistes, de sensibiliser surtout la population à un changement de comportement. Comme il a dit M. Lombardo, c'est vrai, il y a eu le retrait des États-Unis. Il ne faudrait pas qu'on soit plutôt sur notre sort. Il faudrait justement maximiser tous ces projets que ces jeunes ont pour les valoriser, pour s'adapter aux effets du changement climatique, pour avoir un monde meilleur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le thème aujourd'hui, c'était l'impact du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur nos pays tropicaux, le cas pratique de la Côte d'Ivoire. Alors, on vous propose de revenir sur l'histoire des négociations sur le climat, notamment la COP21.
Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP21 ont décroché le premier accord universel contraignant limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Mais en 2017, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. C'est un revers après 2 décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972 à Stockholm. Mais c'est le sommet de la Terre de Rio de 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention, COP en anglais, et qui réunit tous les États signataires, se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Cette convention cadre a servi de base politique au fameux protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP 3. Ce traité impose à 37 pays industrialisés de réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. Mais aucune contrainte ne pèse à l'époque sur les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, importants pollueurs. En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec. L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir. Le Durban Package, adopté à l'issue de la COP 17 en 2011, a également manqué de tourner au fiasco. Les participants s'y entendent finalement pour boucler un accord 4 ans plus tard, en 2015, englobant tous les grands pays industriels, Inde et Chine comprises. Voilà, toutes les informations bonnes à savoir, la COP21 pour tout le monde et puis les incidences sur toutes les couches de population, que ce soit donc dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. On espère de tout cœur que franchement des compromis seront trouvés afin d'atténuer un tant soit peu les effets nocifs de la pollution. Voilà, information pour l'environnement, pour l'écologie, information tout court avec maintenant la météo, le journal présenté par Maïsako. Vous êtes à Matin Bonheur et croyez-moi, vous faites bien. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette matinée, les parties nord-ouest, ouest et sud-ouest du pays demeureront sous un ciel généralement nuageux avec la persistance de pluies et d'orages isolés. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Néanmoins, des risques de pluie ne seront pas à exclure. Les variables de la matinée, la maximale affichera 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Boaké ainsi qu'à Daloa. 24 degrés sera enregistré à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa. Il fera 22 degrés à Korogo, ça sera la minimale. 23 degrés à Man ainsi qu'à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou. Et enfin à Yamoussoukro, il fera 23 degrés. Pour l'après-midi, on notera une situation relative d'accalmie de la pluie dans les régions du sud-est du pays. En début de période, les régions du nord seront sous l'influence d'un temps généralement nuageux, pouvant occasionner des orages et des pluies à modérés. En fin de période, cette situation pourrait influencer les régions de l'ouest et en laissant quelques faibles pluies sur les régions du sud-ouest. Côté variable, pour l'après-midi, la minimale affichera 31 degrés à Abidjan ainsi qu'à Adiaké, 35 degrés de maximale à Bondoukou, 33 degrés à Boaké et à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, il fera 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Près de 500 000 élèves ont fait face ce 6 juin aux épreuves du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires et du concours d'entrée en 6e. L'examen s'est tenu sur l'ensemble du territoire. Hier matin, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a visité quelques centres. Issaïou. Malgré la pluie qui s'est abattue tôt ce matin sur la ville d'Abidjan, les élèves candidats à l'examen du CEPE ont pu regagner leur salle. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Camara, a visité 3 établissements scolaires dans la commune de Yopougon pour se rendre compte du bon déroulement de l'examen. Ce matin, tout se déroule bien. Les enfants sont arrivés à l'heure, les surveillants sont à leur poste. Je crois que tout va bien. Je suis très satisfaite du bon déroulement de l'examen de CEP. On a pu constater dans tous les centres où nous sommes passés et avec aussi toutes les informations qui nous sont déjà parvenues que partout tout se déroule bien. Tous les centres sont ouverts. Les candidats sont presque tous là. Il y a juste quelques absents. Les surveillants sont là. Les chefs de centre, en tout cas tout le monde est en place. Les épreuves écrites portent sur le programme achevé de l'année scolaire, rassure la ministre Kandia Camara. Moi, je tiens à ce que l'évaluation se fasse sur ce que les enfants ont appris en classe, parce que c'est le sens de l'examen. L'examen de CEP, comme l'examen du BPC et celui du baccalauréat, c'est pour justement tester le niveau de connaissance, le niveau de compréhension et surtout vérifier si les enfants ont bien assimilé les leçons qui leur ont été apprises. Les candidats trouvent les épreuves abordables. Facile. Oui, je vais avoir le CP. Ça va, je sais le travail, c'est pas dur. C'est ce qu'il y a avant mon entrée en 6e. 491 525 candidats composent dans 1953 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Les résultats sont prévus le 17 juin prochain. Après l'éducation, on s'intéresse à l'enseignement supérieur avec le démarrage des soutenances de BTS pour la session de décembre 2016. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une visite de terrain. Elle a vérifié le système d'enrôlement des étudiants affectés nouvellement dans les établissements privés. Frédéric Oulaye, Franquadio. Le brevet de technicien supérieur, un objectif. Michel, étudiant en maintenance de système de production, se rend dans son centre de soutenance pour la validation de son diplôme de BTS. La soutenance s'est bien déroulée. En tout cas, je me suis défendu. On verra les résultats plus tard. Ils sont plus de 33 000 candidats à prendre part à cette session de soutenance de décembre 2016. Dans cet établissement universitaire privé, dans la commune du Plateau, environ 2000 candidats présentent leur rapport de stage, des évaluations soumises à un jury. Dans l'ensemble, ça se déroule bien. On a eu quelques inquiétudes ce matin à cause de la forte pluie. Mais par la grâce de Dieu, à partir de 8 heures, on a senti une certaine affluence des candidats. Ils sont tous là. Et nous avons pu noter ce matin qu'il n'y a pas d'absence. Et c'est quand même une note de satisfaction pour le passage de ce jour. Candidats et évaluateurs au rendez-vous donc, occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'effectuer une visite pour apprécier l'organisation. Soutenance suivie par Bakayoko Liramata qui a aussi procédé à la vérification de l'enrôlement des bacheliers affectés dans les grandes écoles privées. Vraiment, je suis très satisfaite du bon déroulement. Les enseignants même ont témoigné du bon déroulement. Les étudiants ont été disciplinés, étaient à l'heure et il n'y a pas eu d'absent malgré la pluie. Ce qui montre que vraiment cette soutenance était très attendue par les étudiants. Démarrée ce mardi 6 juin, cette session de soutenance du BTS prendra fin
le vendredi 9 juin prochain. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu hier après-midi l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce dernier est venu s'imprégner de l'état d'avancement des 8e Jeux de la francophonie et féliciter la Côte d'Ivoire pour le travail accompli pour la réussite de ce rendez-vous qui se tient ici à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Abou Sanogo. La francophonie engagée pour faire des Jeux d'Abidjan des moments d'excellence et de partage. En rendant visite au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, l'administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wane, est venu saluer les efforts investis par la Côte d'Ivoire pour la réussite de ces 8e Jeux et partager l'état d'avancement des préparatifs. Nous sommes venus pour remercier féliciter en même temps les autorités ivoiriennes pour le travail remarquable qui a été accompli, que Mme Jean a pu juger sur place. Et moi, j'ai pu aussi aujourd'hui, en faisant le tour des installations, voir la qualité des infrastructures, de l'organisation, les investissements qui ont été accomplis et montrer aussi toute la détermination de la Côte d'Ivoire à nous offrir donc des jeux d'exception. Voyons qu'il y a un engagement de la population, un engagement des autorités autour des Jeux. Et pour la francophonie, c'est un signal fort. Et nous sommes venus aussi dire que la francophonie entière est mobilisée pour faire donc des Jeux d'Abidjan un moment de célébration, un moment de solidarité, un moment d'excellence, un moment de partage. Adama Wane s'est dit rassuré de la situation sécuritaire du pays. Tout est non seulement sous contrôle, mais très bien sous contrôle. Toutes les dispositions sont prises et nous devons profiter, continuer donc à préparer, continuer à nous engager pour ce bon moment que nous allons avoir à partager. L'administrateur de l'OIF effectuera à partir de ce mercredi une visite des différents sites des 8e Jeux de la francophonie avec le ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux, Robert Begri-Mambi. Parlons environnement. Une journée sans pollution a été initiée à la faveur de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. Des personnes ont parcouru plusieurs kilomètres à vélo pour lutter contre les gaz à effet de serre. Patricia Omouetia. Depuis son lancement en 1974, la Journée mondiale de l'environnement est devenue une plateforme mondiale de sensibilisation. Ici en Côte d'Ivoire, une journée sans pollution a été initiée. Le but est de parcourir plusieurs kilomètres à vélo. Un parcours avec des personnalités et des passionnés de vélo pour symboliser plus de 2 heures sans voiture. Dans le projet, il y a l'assainissement, il y a la salubrité et il y a l'hygiène de vie, la santé, à côté des énergies renouvelables. Mais je pense qu'en séquestrant les gaz à effet de serre, ça va nous permettre de pouvoir polluer moins. Autre activité qui a meublé cette journée, le salon du vélo et du transport vert. Initié dans le but de réduire la pollution, ce salon a réuni des spécialistes, des passionnés du vélo, du transport et des experts de l'environnement et du développement durable. À travers ce salon, on fait un plaidoyer auprès de l'État afin que l'État prévoie des pistes cyclables dans le processus de développement du pays et derrière aussi sensibiliser la population à la notion du transport alternatif non polluant qu'est le vélo. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un véritable problème au niveau du changement du climat. Et je pense pour ma part que c'est un défi majeur. Et c'est le lieu d'interpeller nos autorités à plus sensibiliser la population afin que tout le monde puisse avoir un comportement vert pour garantir un environnement sain aux générations futures. Le but affiché est de donner aux actions individuelles une puissance collective générant un impact positif sur la planète. Le vélo est un moyen de transport respectueux de l'environnement. Il est aussi bénéfique pour la santé des utilisateurs. Ainsi, 3 jours durant, la première édition du Salon du vélo et du transport vert a permis aux passionnés de vélo de faire montre de leur savoir. À l'étranger, en Gambie, la CEDEAO a prolongé d'1 an le mandat de sa force. C'est une décision prise par le chef d'État lors du sommet de l'institution ouest-africaine à Monrovia, au Libéria. Ahmed Traoré, Gabriel Zani. La mise égale la force militaire de la CEDEAO quitte la Guinée-Bissau pour une mission de 12 mois en Gambie. La décision a été prise par les chefs d'État ouest-africains lors du sommet de Monrovia, au Libéria.
Selon le communiqué du sommet, la formation et la reconstruction de l'armée gambienne est nécessaire car la Gambie est sortie fragilisée de la crise de post-électorale survenue dans le pays. Le Nigeria fait partie des troupes de la CEDEAO et a débuté ses opérations en Guinée-Bissau en 2012. Le contingent nigérian a été une composante essentielle de tous les succès que l'ECOMIB et la CEDEAO ont enregistrés en Guinée-Bissau. La MISEGA, formée principalement de militaires sénégalais, cède la place à un contingent nigérian de 130 officiers et sous-officiers. Je voudrais exprimer à ces 65 officiers, ces 65 éléments de la troupe qui s'apprêtent à rejoindre leur pays, toute la satisfaction de la CEDEAO et leur dire qu'ils peuvent avoir le sentiment de la fierté d'avoir contribué à écrire l'histoire de ces pays en participant au maintien de la paix. Lors de la précédente prolongation en février, le commandant sénégalais avait indiqué que la mission disposerait d'un effectif minimum de 5000 hommes en provenance du Sénégal, du Nigeria et du Ghana. À présent, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Soutenus par les États-Unis, des combattants arabes et kurdes sont entrés hier au matin dans la ville de Raqqa en Syrie, bastion de l'organisation État islamique que la coalition tente de reprendre depuis des mois. En France, un policier a été attaqué hier sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris par un homme armé d'un marteau, blessé dans la foulée par un tir de riposte. Une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste. Un sommet pour la paix s'est tenu ce mardi 6 juin à Kaboul, en Afghanistan, en présence des représentants d'une vingtaine de pays. La rencontre a été placée sous très haute sécurité face au risque d'attentat. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci, Maïsako. Merci à vous aussi. On sera avec beaucoup de plaisir bientôt sur RTI 1. Demain peut-être ou... Même ce soir. Ce soir, ah super. Donc vous avez rendez-vous avec la belle Maïsako pour les infos ce soir. Nous sommes à la moitié de notre émission. Alors dans la dernière partie, vous le savez, nous aurons la thématique famille et le docteur Bernadette Assong-Guesson nous dira comment concilier vie de couple et travail. Donc si vous avez des questions, des suggestions et des témoignages, pourquoi pas, nos réseaux sociaux sont à votre disposition, notamment la page Facebook Matin Bonheur officiel où vous êtes nombreux à réagir. N'oubliez pas néanmoins le compte Insta et le compte Twitter. On reste toujours dans l'information avec cette fois-ci la revue de presse détaillée signée Fatim Djedje. Hier, ici même, je vous ai largement détaillé l'article au vitriol de Jeune Afrique consacré au président de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce matin, la parole est à la défense. Et c'est à lire dans Soir Info. L'article rappelle que depuis quelque temps, Guillaume Soro s'est lancé dans une campagne visant la réconciliation nationale. Et il dit, je le cite, « J'ai lu ce matin la presse ivoirienne, mais ne vous y trompez guère, ne vous détournez pas du cap, osons le pardon et la réconciliation. » Ses proches aussi ont réagi, notamment le député Konaté Sidiki, qui voit dans cet éditorial une volonté manifeste de nuire et de détruire la crédibilité de Guillaume Soro dans l'opinion nationale et internationale sur la base de simples rumeurs. C'est pourquoi il souhaite qu'une plainte soit déposée contre l'hebdomadaire Jeune Afrique. On change totalement de sujet et selon l'expression, le président Alassane Ouattara voit croiser son homologue français ce dimanche. Le chef de l'État ivoirien est le premier dirigeant africain qui sera reçu par le nouveau président français. Cette rencontre à l'Élysée n'est pas fortuite, c'est la preuve de la bonne santé des relations entre Abidjan et Paris, mais pas que. Tous les dirigeants français savent que la Côte d'Ivoire représente un poids économique important dans la sous-région et de nombreuses entreprises hexagonales ont pignon sur rue à Abidjan malgré la forte concurrence de la Chine, du Liban et du Maroc. Paris suit de très près tout ce qui se passe sur les bords de la lagune Ébriée où réside la plus forte communauté française en Afrique noire, nous dit l'article. On change encore de sujet. Selon Nord-Sud, la préparation, autant pour moi, des éléphants en Belgique a été fortement perturbée suite à l'annonce du décès de Cheikh Tioté. Le quotidien a joint par téléphone plusieurs joueurs et Jean Vino nous explique au début, on a pensé à un canular, à toutes ces fausses informations qui circulent très souvent sur les réseaux sociaux, mais après des coups de fil à des proches, on a dû se rendre à l'évidence. Serge Aurier, qui a connu le défunt en 2014, a lui également été très affecté par le décès de celui qu'il appelle affectueusement le guerrier. Il nous dit « Quand j'ai rejoint la sélection, c'est Cheikh qui me donnait des conseils avant chaque match. Je refuse cette réalité. Sache que je t'aime, mon frère. »
Ce décès donc soulève des interrogations et Fraternité Matin propose une interview du docteur Mousseau, ex-secrétaire général de la commission médicale de la FIF. Et à la première question, comment expliquez-vous le décès par crise cardiaque d'un sportif de haut niveau? Il répond que la visite médicale est décisive et que même si elle ne révèle pas d'anomalie une première fois, il n'y a aucune garantie que ce soit le cas la fois suivante. C'est pourquoi il préconise de rapprocher les visites médicales de ces joueurs qui fournissent un effort physique intense. En ce qui concerne le jeune que suivait Cheikh Tioté, il nous dit que sans remettre en cause les principes et fondements religieux, un sportif de haut niveau qui est en pleine saison ne devrait pas jeûner à cause de l'intensité des entraînements. On change encore de sujet avec un excellent article à lire dans Notre Voix qui nous apprend que la Côte d'Ivoire a son histoire de l'esclavage et de la traite négrière et qu'elle entend la révéler au monde entier. En effet, depuis mars 2016, la route de l'esclave est confiée au professeur Kwame Aka, un projet de l'UNESCO lancé en 1994 au Bénin. Il s'agit d'identifier et de documenter les traces qui jalonnent le parcours de cette tragédie dans le pays. Ainsi, selon les premiers résultats des travaux, on apprend qu'à Ganga Nyanzé, les esclaves étaient lavés, purifiés et triés. Les plus robustes partaient ensuite à Nyanda, puis Tiasalé. De Tiasalé, ils empruntaient la voie fluviale, le fleuve Bandama, et traversaient les villages de Akoudjé, Awa, Elosso et Broubrou avant que le cap ne soit mis sur Grand Laou. L'article est passionnant, je vous le conseille. Allez, pour la page internationale, on revient sur un événement. Ce lundi, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Yémen, mais aussi l'Égypte, ont tour à tour rompu les relations diplomatiques avec le Qatar. Les 3 premiers pays cités vont jusqu'à fermer leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Doha. Mais qu'a donc bien pu faire le richissime Émirat? Eh bien, le Qatar se voit accusé de favoriser des groupes terroristes semant le trouble au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, meneur de la fronde, chercherait aussi et surtout à faire rentrer dans le rang un petit État bien interventionniste sur la scène diplomatique internationale. Les conséquences sont lourdes. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu mardi leur vol en provenance ou vers le Qatar et les citoyens qataris ont 14 jours pour quitter l'Arabie Saoudite et les ambassadeurs 48 heures seulement. Allez, on part en France pour l'insolite où des élèves ont trouvé l'excuse parfaite pour faire l'école buissonnière. Ils ont séché les cours pour rencontrer le président de la République alors en visite dans leur ville et ils ont eu l'excellente idée de lui faire signer leur mot d'excuse qui se présente ainsi. Je sous-signe Emmanuel Macron, président de la République et chef de l'armée, autorise ces jeunes arrivés en retard pour me rencontrer. Alors à tous les élèves ivoiriens qui souhaitent faire la même chose, je ne suis pas sûre que ce genre de mot vaille quoi que ce soit sous nos tropiques. Donc mauvaise idée à ne pas suivre. Allez, je vous laisse avec Eva et Marcelin, je vous dis à demain. Merci, à demain Fatima, avec beaucoup de plaisir. Et si vous devez vous absenter, ramenez le mot d'excuse pendant la nuit, je vais signer ça de façon technologique. Avec plaisir. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous apprêtez à aller au travail, parce que vous avez compris, il n'y aura pas de mot d'excuse, à moins que peut-être vous envoyiez une vidéo de notre émission et que vous la présentiez à votre supérieur. Non, je plaisante. Nous allons aller maintenant dans d'autres virgules de notre émission, mais j'aimerais ajouter, par rapport aux informations, une information people. La patience finit toujours par payer. Georges et Amal Clooney sont parents de jumeaux. On a taxé donc l'acteur américain de célibataire endurci, de personnes ne pouvant pas fonder un foyer. Et oui, à force de patience, à force d'attendre, il a fini par trouver donc personne à son environnement avec la magnifique Amal Alamoudine à l'état civil. Depuis Amal Clooney, aujourd'hui ils sont parents de jumeaux et c'est très très magnifique. On est très heureux pour lui. Un élément avant de basculer dans la sphère thématique avec notre psychologue, un reportage comme Matin Bonheur sait en gratifier tous ses téléspectateurs chaque jour. Regardez. La neige à la surface du globe terrestre disparaît peu à peu. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste de la planète et la calotte glaciaire du Groenland recule particulièrement. Ce processus s'accélère par lui-même. La disparition plus rapide de la neige laisse place à la glace qui absorbe plus de rayonnement solaire et par conséquent augmente encore la fonte. À l'opposé du globe, 90% des glaciers de la péninsule antarctique ont aussi commencé à se liquéfier. La fonte des glaces atteint également la haute montagne, l'Himalaya, le Kilimandjaro, dans les Alpes, les Pyrénées comme dans les Andes. Partout les glaciers sont en recul, voire en train de disparaître. En conséquence, le niveau des océans augmente, causé à la fois par l'écoulement de la glace fondue et l'expansion thermique des mers.
car l'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide. À l'échelle du globe, sur la période 2081-2100, selon les scénarios envisagés, l'élévation se situera entre 26 cm à près de 1 mètre. Les États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront engloutis. Des régions côtières très densément peuplées, Bangladesh, Vietnam, Pays-Bas et de nombreuses mégalopoles sont menacées, comme sur la côte est des États-Unis. Voilà, vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi et l'écologie occupe une place importante dans cette matinale. On a eu comme ça des reportages qui nous parlent donc de préservation de la planète. Ça peut paraître des notions assez éloignées, mais croyez-moi, elles sont très très proches de nous parce qu'on en subit les effets tous les jours dans notre vie quotidienne et ce n'est pas très agréable. On va partir encore pour le point route et puis voilà, on est haut de plateau déjà. Sur le boulevard Latry qui se réveille doucement, l'image est figée, donc pas beaucoup de circulation. Il faut dire qu'on n'est pas encore à 7 heures. Alors, deuxième image, live, je précise que nous sommes en connexion avec nos partenaires d'Abidjan.net pour ces photos live, on va dire ça comme ça. Nous sommes là à Trècheville. Ça nous donne en même temps une idée de la circulation routière et aussi une idée de la météo et puis de la manière dont les gens conduisent et la manière de traverser. C'est sur les bandes blanches pour votre sécurité. Ça, c'est très dangereux de traverser comme ça. C'est très, très dangereux. Voilà. Sinon, au niveau de circulation, tout va bien. Eh oui, dis donc, vous n'êtes pas très matinaux ce matin, à moins que vous ne soyez devant vos petits écrans en train de regarder Matin Bonheur. Et là, vous faites bien, restez encore en notre compagnie jusqu'à 7h30. Le pont de Gaulle est déjà pris d'assaut par les usagers qui se rendent voilà, à Abidjan Sud, on dira, ou qui en reviennent ce matin. Voilà. Nous allons aller maintenant du côté de Koumassi. Koumassi, entrée sud de notre capitale, très belle capitale, avec bien sûr la circulation qui, de ce côté-ci, est de mise. Hein. Voilà, il y a une circulation. On voit toujours le formidable côté industrieux donc, de cette commune d'Abidjan. Et on espère que, voilà, que ça se passe bien. Pour vous, tous ceux qui viennent de ce côté-là, sachez que vous pouvez aller tranquillement prendre le pont Henri-Konan Bédié pour rallier donc d'autres ponts de la capitale. Voilà, ça circule très très bien. Et on sent que du côté de Port-Boué, ou Bassam ou Assini, c'est la flotte. C'est la flotte. On constate ça à travers ces nuages qui sont hyper bas à 6h52 minutes. Alors, on a fini avec le point route. On va en profiter pour souhaiter une très bonne fête aux Marie-Thérèse. Oui, vous êtes célébrée aujourd'hui, c'est votre fête. Et puis à Marie-Thérèse ou Fouette-Boigny, qu'on connaît tous. Voilà, très belle femme au très grand cœur, généreuse et tout. Bonne fête, maman, on te dira tout simplement. On avance, on le sait, on vous l'a dit, à 7h, Bernadette Assoungué-Son sera sur ce plateau. Il sera question de bien concilier vie de famille et vie professionnelle. Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai que nos horaires sont parfois assez astreignants. On se lève très tôt le matin, on rentre très tôt le soir. On n'a pas tout le temps même le week-end parce qu'il y a encore d'autres activités à mener et cela peut causer l'éloignement dans les couples. Et aujourd'hui, notre spécialiste nous donnera des astuces afin d'éviter de rester plongé dans cette routine-là qui ne dynamise pas l'amour, on dira. Christelle Akoussa, on vous suit et on se retrouve dans quelques instants. Ça va un peu? Attends, toi tu es Bobo? Il y a longtemps que tu es Bobo? Non, faut excuser quoi. En fait, c'est ce qui était Dakar direct. Le taxi, il a dit que, parce que je cherche la cour de un oui là. Ça n'a pas cool. Ça n'a pas cool là. Et le taxi dit qu'il ne peut pas rentrer ici, que c'est à côté derrière l'arbre là. Waouh. Ah, toi, tu n'es pas à Agbaou ici? Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ici, Rek? C'est lui qui a aidé Oumar Ying. Waouh. Non. Le taximan, il a dit,
C'est quel taxi il a montré là? Tu vois, gros arabe là? À côté là, faut aller doucement, c'est lourd. Attends, on va coucher, c'est lourd, faut aller doucement. Il faut pas porter. Il y a encore un dedans. Merci. Wow. À cause des petits voyages là, bagages là, tu vas prendre l'argent. Non, faut laisser cadeau. Wow. Bon, tu vas prendre combien? Wow. Wow. Attends, moi c'est quoi tu dis 500, tu parles de 1000 francs? Tu sais ou quoi? Non, laisse, je vais te donner 500. Toi-même, tu es un garçon chaco. Quand je suis arrivé à Yapagou, il y a un gars qui dit non, voici un Sénégalais chaco. Parce que tu vois? Ouais, 500, je vais te donner 500. Non, faut. C'est mon avis, c'est dans la oui, là, c'est la nourriture qui est important, quoi. Est-ce que ouais, c'est après l'arbre là, wow. On ne passe pas là-bas. C'est pas loin. Bon, les valises là, c'était pour mon arrière-grand-père, Cheikh Mandjab Labaye. Après lui, il a mouru, il a laissé ça à Cheikh Mahmoudou Wan. Mahmoudou Wan, il a laissé à Cheikh Moustapha Niar. Toi, tu laisses que le marabout, il sort de la cour. Il s'en va dormir là-bas, sur son matelas. Dès qu'il a dormi, il m'a étonné quoi. Il a fait caca. Maintenant, toi, si tu es intelligent, tu as fini de faire caca sur les lits de marabout. Il faut nettoyer rapidement, vite, tu vas quitter ici. Wallahi, Oumar Ying, il est resté là-bas, marabout. Hein? On est en train de discuter pour... Regarde, on est presque arrivé. C'est à côté là. Maintenant, si tu veux, on peut passer ici. Ils sont naturellement là. On dirait dans le test. Ça va aller? Allah, oui. Regarde, tu n'as pas fait tomber mon valise. Faut pas les valises va tomber. Allez, faut venir doucement. Ah, tiens, oui, ça. Moi, je dis de ne pas faire tomber les valises. Regarde. Mais ça, c'est impossible. Regarde, mon ami, dans la oui, il faut... Regarde, faut te calmer un peu. Mon chaco. Non, faut pas te fâcher. Toi, tu es trop chaco pour te fâcher. Je vais ajouter 100 francs. Oh, non, écoute. Je vais ajouter 100 francs. Faut te calmer. Retrouvez Made in Africa, votre magazine économique, 2 jeudis par mois à 20h50 sur RTI 1. Made in Africa, c'est un magazine 100% économique, 100% africain pour mieux comprendre les enjeux, les stratégies et les objectifs des entreprises de notre continent. C'est du très très haut standing. Ce sont des grands appartements qui sont très ensoleillés, très aérés, avec des matériaux de finition de très très grande qualité. Des reportages. Il roule très mal. Très mal même. Et ils ne contrôlent même pas. Mais pourtant vous êtes dedans? On est dedans. Des enquêtes. Si vous venez ici pour dormir, je vais appeler votre direction pour dire ah, il y a eu vol, telle personne était là, il n'a pas réagi. Ça, je vous le dis, hein, je serai impitoyable. Des débats avec les principaux acteurs de l'économie africaine. Made in Africa part à la rencontre de femmes et d'hommes d'exception. Made in Africa, votre magazine économique, c'est 2 jeudis par mois à 20h50 sur RTI 1. Depuis le mois de février, on n'a aucune nouvelle de lui. Je demande, je me renseigne, je présente la photo. Quelqu'un peut-être pouvait le voir le jour. De Daloa à Niamey. De Niamey à Agadez. D'Agadez à Tripoli.
Il y a un bâcher qui est venu nous chercher. Quand on est arrivé là-bas maintenant, on nous a braqués, ils ont pris tout avec nous, ils ont des armes pour nous menacer. Si tu te dis de faire quelque chose, tu ne fais pas, on te met une balle au pied et puis si tu n'as pas la chance aussi, tu meurs et puis on te laisse avant, on continue le chemin. Gros plan sur les dangers que courent les migrants dans la traversée périlleuse de la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. 5000 morts en Méditerranée pour la seule année 2016. Une estimation à la louche, sans doute sous-évaluée, loin de la réalité des vrais chiffres de ce drame. Migrants, retour d'enfer, le film de Patrick Fandio en exclusivité ce jeudi 8 juin à 20h50 sur RTI 1. Je voudrais parler à Walter O'Brien. Ça vous dit quelque chose, Mark Collins? Je préférerais que ça reste entre nous. J'ai entendu que ça avait été moins une pour l'attaque bioterroriste. C'était top secret. Mark est un as des hautes fréquences. Collins nous prévient qu'il y a un problème majeur à la centrale qui a été sciemment ignoré. Ok, donc on file tout ça à l'armée et on se rentre, on est d'accord? Non, Collins nous aurait pas demandé s'il pensait pouvoir se passer de notre expertise. Depuis quand on satisfait tous ses désirs? La situation est peut-être extrêmement dangereuse. On est bien d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe? On vient d'accepter une nouvelle mission au cœur d'une centrale nucléaire défaillante. Fin de la discussion. Tu veux vraiment savoir ce qui se passe? Mark Collins est de retour. La centrale peut survivre à cette menace. L'équipe, c'est moins sûr. Scorpion, ce samedi à 20h50 sur RTI 1. Donner sans attendre un retour. Y aller de tout son cœur. Se donner corps et âme. Les employés de MTN participent au développement des communautés. Nous nous mobilisons encore cette année pour les 21 jours d'action citoyenne dans toute la Côte d'Ivoire. MTN, everywhere you go. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Retour sur le plateau de ces matinales, il est 7h passées de 3 minutes exactement partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Matin Bonheur, c'est la dernière virgule de cette émission et oh qu'on est rassuré quand elle est là. Madame Bernadette Asso, notre psychologue, avec elle nous allons égrener un long chapelet de suggestions, de récriminations, de conseils avec comme thème comment concilier vie de couple et travail. On va aller maintenant passer dans le jingle, avoir l'élément explicatif. Mais n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de réagir de façon instantanée à travers nos différents réseaux sociaux. C'est parti. Bossou Lazare est un homme marié et père de 4 enfants. Du fait de son travail, il est très souvent en mission. Ces missions peuvent-ils être un problème dans sa vie de couple? J'ai pas de problème particulier. Sauf que bon, il y a quelques petites plaintes de temps en temps. Vous allez 3 missions, tu me laisses trop seul, mais ça, c'est pas méchant quoi. Je sais qu'on a eu une dernière mission, et puis bon, elle a eu une réaction du genre, vous partez 3 missions, voilà. Donc j'ai dû lui dire, mais tu ne souhaites pas qu'on ait une mission alors que ça fait partie de mon travail. Mais ça n'a pas été, je veux dire, il n'y a pas eu de mésentente en tant que telle, mais elle a exprimé ce qu'elle ressentait en tant que femme.
Malgré quelques incompréhensions, Bossou Lazare arrive tant bien que mal à gérer la situation avec son épouse. Pour lui, la communication avec sa conjointe reste le meilleur moyen de concilier sa vie de couple. Kwasi Raphaël, par contre, pour remédier aux problèmes dus à son travail, choisit la carte de la sortie et des présents à son épouse. Il y a des fois où j'ai un bout de temps, quand nous n'avons pas de spectacle, je prends madame, on sort avec les enfants, aller dîner, bien soit aller au cinéma, souvent même piscine party, voilà, pour qu'elle puisse en profiter aussi de mon temps. Voilà, c'est comme ça, j'essaie de jongler les deux à la fois. Voilà. Mais souvent aussi, je suis obligé de laisser les enfants là, ça a huis clos, elle et moi, voilà, pour pouvoir m'expliquer beaucoup de choses. Cependant, malgré les prisons et toutes les sorties organisées par Kwasi Raphaël pour se racheter auprès de sa conjointe, il rencontre quelques difficultés avec elle du fait de son travail qui lui demande beaucoup. Bon, hier, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait un spectacle. Ce matin, je devais me retrouver à la maison, mais je suis obligé de faire mon deuxième boulot. Voilà, cela fatigue beaucoup madame. Cela fatigue beaucoup madame. Je vais essayer de la joindre tout à l'heure pour essayer de... Vous voyez, non, la blague un peu, quoi. Kwasi Raphaël au téléphone rassure sa femme. Bon, comme vous l'avez constaté, elle vient d'appeler madame. C'est comme ça, il y a pour l'habitude, pour essayer de calmer un peu son cœur. Comme je dis, il viendra à midi. Voilà, il a cherché au moins un petit cadeau. Voilà, vous serez là tout à l'heure avec elle. Pour Mpolo, il n'y a pas de problème, car son mari, connaissant son travail, l'accepte et la soutient. Aménageant son emploi du temps, elle arrive à gérer convenablement sa vie de couple. Une fois que je suis au travail, je suis venue, il a trouvé que je suis descendue un peu tard. Mais j'ai essayé de le faire comprendre. C'est le travail qui m'a pris le temps. Et comme j'ai l'habitude de bien gérer mon foyer, il m'a compris. C'est un homme qui comprend, donc il m'a compris. Donc il n'y a pas eu de dégâts à ce niveau. La vie professionnelle peut interférer négativement sur la vie de couple. Certaines personnes, comme Bossou, Kwasi et Mpolo, réussissent tant bien que mal à concilier ces deux aspects de leur vie à travers des méthodes propres à eux. Malheureusement, beaucoup de couples se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à faire la conciliation. Le travail nuit souvent à la vie de couple et pourtant, le travail est indispensable. Cette situation peut-elle être la cause d'un divorce ? La question est posée, la problématique également. Le docteur est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. On a pu le voir dans l'élément. C'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est un thème dont on ne parle pas souvent, mais pourtant qui est là, qui est bien présent à des degrés différents, on dira. C'est ça. Alors la difficulté qui existe entre le travail, le temps de travail et le temps consacré donc à sa vie de famille, c'est une question fondamentalement d'organisation. Mais aussi, l'organisation ne peut se faire que par la personne et donc revoir la personnalité, le type de personnalité de la personne qui est en face et la personnalité aussi du conjoint ou du partenaire de vie qui est en face. Et donc, il faut pouvoir conjuguer tout cela. Il y a dans cette thématique deux aspects, de la fonction de la femme ou de l'homme. Il y a la fonction de l'homme qui doit rapporter de l'argent à la maison, qui doit survenir donc aux besoins de la famille. Donc cela nécessite qu'il soit dehors à travailler pour pouvoir produire et rapporter de l'argent. Et puis il y a la fonction d'époux et de père s'il y a des enfants. Et donc parfois ces différentes fonctions-là l'une peut souffrir au détriment de l'autre. Et nous disons qu'il s'agit véritablement d'une question d'organisation et d'organisation par rapport à sa personnalité. Du côté de la femme, cela est pareil. Et encore, au niveau de la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en dehors du fait qu'elle doit aller au travail et revenir à la maison, elle a son rôle d'épouse et de mère à jouer, mais le rôle aussi d'infirmière, le rôle aussi il y a tellement de choses que la femme doit faire que ça devient plus compliqué. Parce qu'en plus, initialement, le rôle dévolu en premier lieu à la femme, c'est sa fonction maternelle, sa fonction de femme de maison. Et donc, quand elle doit sortir pour aller travailler, comme l'homme sort pour aller travailler, être quelque part rémunéré par rapport à ce travail-là, cela complique davantage la situation. Et donc, cela fait appel à la personnalité pour son organisation, mais cela fait aussi appel à l'éducation et cela fait aussi appel à la base sur laquelle les deux partenaires se sont mis d'accord pour construire leur couple.
Alors, très souvent, il y a beaucoup de choses qui reviennent en tête. Hein. Je prends par exemple aux États-Unis, dans l'État du Michigan, quand on préparait cette émission, 6 couples sur 10 se séparent parce que par un problème lié au travail. En France, pratiquement, on est dans la même fourchette. Chez nous, en Côte d'Ivoire, évidemment, on n'a pas encore de statistiques fiables pour l'annoncer ici à la télévision. Alors, est-ce que conciliation ne passe pas par communication? C'est la base. On ne peut faire, à moins que ce soit... et même quand j'ai failli dire des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, mais l'expression, la communication, elle est dans tous les sens. C'est dans le geste. L'un des acteurs tout à l'heure a parlé de « je fais des présents ». Tout ça, c'est une forme de communication. Je ne suis pas là, mais excuse-moi, le cadeau que je fais, c'est ce que ça veut dire. Toutes mes excuses, voici pour compenser mon absence. Donc, conciliation ne peut nullement se faire sans la communication et une bonne communication. Une communication sincère et franche. Parce que la communication ne veut pas dire « Ah, tu ne peux pas comprendre que c'est mon travail ou tu ne peux pas comprendre que si je ne vais pas travailler, on ne mange pas. C'est pas ça la communication. Ce ne sont pas les cris. Ce sont les paroles, les échanges qui font la communication. Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que je t'explique? Et comment est-ce que nous, ensemble, nous établissons les choses pour que la communication, justement, soit comprise de part et d'autre. Les supports de communication doivent être entendus par les uns et les autres. C'est un accord. D'accord. Docteur, il y a plusieurs cas, on dira. Il y a des familles où les 2 parents travaillent. Oui. Il y a des familles où il n'y a qu'un parent qui travaille. Il y a des familles où quand aucun ne travaille, là, le problème de gérer vie de famille et travail ne se pose pas. Alors, est-ce que c'est plus compliqué quand il y a une seule personne qui travaille ou quand les 2 travaillent? Au moins, on sait plus ou moins ce que l'autre vit parce qu'on vit la même chose. Alors, bon, la notion de travail, je comprends, j'entends bien ce que vous voulez dire par cela, mais la notion de travail est mal comprise. Quand on dit que quelqu'un ne travaille pas, ça m'étonnerait que sur la Terre, il y ait des personnes qui ne travaillent pas, en dehors des personnes impotentes, qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles ne peuvent pas se mouvoir véritablement. Et même quand on ne peut pas se mouvoir, on a encore la tête qui bouge, on peut avoir du travail avec que de la tête parce que c'est seulement ça qu'il faut. Je comprends bien que quand vous dites que quelqu'un ne travaille pas, ça veut dire que la personne ne sort pas de la maison pour aller valoriser des compétences et avoir une rémunération en retour. C'est cela, ne pas travailler. Et celle qui reste à la maison, donc c'est celle-là qui est considérée comme la personne qui ne travaille pas. Mais dans tous les sens, l'organisation dépend des personnes et des choses qu'on a à faire dans son temps de travail ou de non-travail. Si l'un des 2 partenaires dans le couple ne sort pas à l'extérieur pour aller chercher de l'argent, cette personne qui reste à la maison, elle est occupée. Elle est occupée aux soins domestiques. Et plus généralement, ce sont les femmes qui sont occupées aux soins domestiques. Donc cela est considéré comme pas travail. Mais à bien voir plus clair dans cette affaire, il y a plus de travail à domicile que d'aller au bureau et puis travailler. Docteur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand la personne reste à la maison, on va dire, on a plus de temps de se voir, même si je suis occupée aux tâches ménagères, etc. On passe du temps ensemble plutôt qu'en l'autre à l'extérieur. Est-ce que la difficulté, c'est le temps passé ensemble, la durée du temps passé ensemble qui pose problème, ou ce que nous faisons du peu de temps que nous avons? Malheureusement, ces choses ne sont pas toujours comprises. L'un et l'autre a l'impression que, parce que je passe 30 minutes avec mon mari à la maison, peut-être juste 1 heure ou 2 heures, ou peut-être dans la semaine, il n'a qu'une journée entière, 24 heures pendant lesquelles il est à la maison, cela est peu. Si on pense en termes de durée, de temps passé ensemble, le problème va se poser toujours. Parce que ce n'est pas la durée, le temps qu'on passe ensemble qui est importante. C'est l'intensité. C'est la qualité. La qualité de ce qu'on fait quand on est ensemble. Si mon partenaire est parti pour travailler à l'extérieur, comme le cas de la personne qui va très souvent en mission, et que quand elle vient de mission, elle est complètement épuisée, et elle n'a même pas le temps de me rendre compte que j'ai changé de coiffure, ou la maison a changé, la décoration a changé, ou qu'un enfant est malade. Et tout cela,
ce sont ces aspects-là qui frustrent. Ce n'est pas tellement le temps qu'on passe avec son partenaire qui est dérangeant dans l'affaire, mais c'est la tension que cela produit. Est-ce que quand je ne suis pas à la maison et que je reviens à la maison, je remarque qu'un certain nombre de choses ont été faites et qu'on a besoin de moi et que je dois donc m'impliquer dans ce qu'il se fait. Est-ce que je ne laisse pas de côté mon rôle de père de famille, mon rôle d'époux, mon rôle d'ami et de confident des enfants? Est-ce que je ne laisse pas tout cela de côté au profit de mon travail? C'est cela la difficulté. Okay. Alors, dans la conciliation, docteur, c'est qu'il faut ne pas occulter le fait que notre travail dans ce monde qui va vite, où tout est à la puissance exponentielle, parfois, notre travail influe sur notre comportement et cela se transmet dans le couple et cela aussi est à la base de difficultés. Et donc, c'est aussi un grand problème. Une femme, par exemple, qui est directrice dans son entreprise, qui gère des hommes, peut avoir tendance à vouloir transposer cela dans son couple. Vice-versa, un homme, par exemple, qui est militaire, général, corps habillé, je dis ça comme ça, peut avoir tendance à vouloir que tout le monde soit au pas, ce qui fait que ça enlève même l'essence même de toute conciliation, donc de toute communication. Absolument. C'est ce que nous disons. Nous disons que il y a plusieurs rôles. Il y a plusieurs rôles que chaque individu doit jouer. Ne pas oublier son rôle social. C'est le rôle de la maison. C'est là où il y a la difficulté. Quand je me dis que parce que je dirige une trentaine de personnes, que j'ai un chauffeur, j'ai une secrétaire, une assistante, j'ai tout ce monde-là à ma disposition pour faire le travail et produire de bons résultats, à la maison, je n'ai pas les mêmes dispositions. De plus en plus, nous voyons dans nos maisons, nous nous faisons aider par des assistantes domestiques ou des assistantes maternelles, ce qu'on appelle communément les nounous. Mais tout cela pour dire que le rôle que nous avons à jouer est important. Si j'ai l'habitude de commander, faites ceci et cela est fait. Il ne faut pas transposer justement le bureau à la maison. Malheureusement, on le fait sans le vouloir, mais tout est question de caractère et d'éducation et sur les bases sur lesquelles nous nous sommes entendus. Quand on franchit la porte de la maison pour aller dehors, je ne vais pas avec les disputes que je viens d'avoir avec mon partenaire ou ma partenaire de vie ou avec la difficulté que je viens d'avoir avec mes enfants à mon bureau. Cela est préjudiciable pour mon bureau, pour mon travail et pour mes collaborateurs. De même, quand je franchis la porte de mon bureau pour dire que je rentre à la maison, je ne dois pas transporter à la maison les difficultés que j'ai eues au bureau et les difficultés que j'ai eues dans le trajet pour aller à la maison. Parce que là aussi, il peut y avoir des complications et je les transporte à la maison. Quand j'arrive à la maison, je remets donc mon habit de père, de mère, d'épouse, et d'amis, donc des enfants qui sont à la maison. Voilà qu'il faut pouvoir bien serrer cela. Et tout cela dépend donc du caractère et de la personnalité telle qu'elle s'est construite de la personne. Si vous avez une personnalité qui est une personnalité agitée, une personne qui ne sait pas s'organiser, la personne est très vite débordée par les différents rôles et par les différentes tâches. Donc, il serait bien dans ces conditions-là, de s'asseoir avec son partenaire et ensemble voir les différentes tâches. On fait un tableau des tâches qu'on a à faire. Carrément. Un tableau des tâches qu'on a à faire. On fait un tableau des tâches qu'on a à faire pour moi, pour lui. Et ensemble, on regarde. On se dit, bon, par rapport à ceci peut se différer. Il y a ce qu'on peut faire chaque jour, qu'on doit faire chaque jour. J'ai dit qu'on peut faire chaque jour et qu'on doit faire chaque jour. Il y a ce qu'on peut faire chaque semaine ou qu'on doit faire chaque semaine et ainsi de suite. On s'allège donc les tâches et on ne s'embrouille pas dans ce qu'on a à faire. Et affecter du temps donc à chacune des tâches qu'on a à faire, cela nous permet donc de ne pas oublier que dans mon tableau de bord de vie, j'ai 30 minutes à passer obligatoirement le lundi avec mes enfants à faire telle activité.
D'accord. Ainsi de suite. Docteur, ça a l'air idyllique, hein, votre façon d'expliquer, ça a l'air bien beau. Mais dans la pratique, je vais prendre un exemple. On est en couple, on vit, je vais dire par exemple à Angré. Madame travaille, on va dire, au CHU de Yopougon. Elle se lève à 6 h du matin. Tous les embouteillages pour arriver sur son lieu de travail. Elle a un travail déjà éprouvant parce qu'elle voit pas mal de choses. Le temps de rentrer, elle quitte peut-être son travail à 19 h. Elle arrive, il est 21 h. Monsieur travaille, je vais dire, à Port-Boué. Pareil, on sort, on se sépare de la maison à 6 h, on se retrouve, il est pratiquement 20 h, 21 h, on a juste le temps de manger. Et en plus, on est épuisé par toute la journée qui vient de passer. On a juste le temps de manger et on n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller se coucher quand même. D'accord. C'est pourquoi je dis, il faut faire un tableau des tâches qu'on a à faire. Et ménager son temps et son énergie par rapport à cela. Ce que vous laissez à la maison, ils ne vous ont pas demandé de rester dans les embouteillages. Ils ne vous ont pas demandé d'aller travailler plus qu'il ne faut. Si vous êtes une personne organisée, vous savez que vous avez du travail au bureau. Généralement, les personnes à qui où on ne s'en sort pas, c'est que au niveau du travail, je ne fais pas mon travail à temps. J'ai une organisation qui ne me permet pas d'être à jour chaque jour de mon travail. Donc, j'accumule. Et le cumul fait qu'à un moment donné, je suis débordée dans ce que je dois faire. C'est vrai, l'exemple que vous avez donné paraît extrême, mais aujourd'hui, c'est peut-être le cas de beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Vous savez que vous arrivez à 20 h et que vous êtes complètement exténué. Il y a les parades. Il faut vous faire des amis. Les amis dont nous disposons, ce sont les assistants et les assistantes que nous avons dans nos maisons. Mais les premiers amis, ce sont ceux que nous laissons à la maison. Est-ce que ce sont nos enfants? Est-ce que c'est ma partenaire de vie que je laisse à la maison? Est-ce que c'est mon partenaire de vie que je laisse à la maison? Ce sont ceux-là, les premières parades. C'est de composer avec eux en leur expliquant bien que je ne peux rentrer à la maison avec tous les efforts que je peux faire qu'à 20 h. Donc, pendant que je suis absent ou absente, voilà ce que tu devrais faire pour que dès que j'arrive, nous puissions aller dans ce sens-là. C'est parce qu'on a ensemble déterminé les tâches. Épuisé qu'on est, quand on arrive, on sait que quand il arrive, il est épuisé. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la phase relaxation, ensemble. On appelle les enfants, c'est la période où on se relaxe. Papa revient du travail, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a celui-là qui enlève les chaussures, il y a celui-là qui prend le sac, il y a un moment et on se met ensemble, on se crée un cadre de relaxation. Tous ensemble. Et cette activité permet d'être ensemble déjà. Épuisé ou pas épuisé, votre épuisement est déjà supporté est dilué par l'enfant qui vous prend vos chaussures, celui qui vous prend votre sac, la maman, généralement c'est elle qui est peut-être arrivée plus tôt ou qui est déjà à la maison, qui a déjà préparé un cadre et ensemble vous y allez. Votre fatigue, vous l'oubliez un tant soit peu. Je vois un peu, hein, quand vous parlez de tâches, je vois que vous avez franchement raison parce qu'il y a un couple, il y a des couples, il y a un couple que je connais par exemple, il faut profiter également des réseaux sociaux, de la technologie. Aujourd'hui, étant au travail, on peut voir ses enfants à distance, parler avec eux via plusieurs créneaux, tout ça. Donc cette communication-là, je vois vraiment son importance. Ce qui fait qu'on a l'impression tout au long de la journée qu'on était ensemble. Ça, c'est très important également. En cela, il y a du bon dans les réseaux sociaux. Oui, effectivement, quand je parlais de parade et des amis qu'on doit se faire, ça c'est un exemple que j'ai donné de récupération immédiate quand on revient complètement épuisé et c'est ce qui est le cas de la majorité des personnes. L'autre chose, c'est que le téléphone existe. Et donc, chemin faisant, je viens de quitter les bureaux, je suis dans un tel embouteillage, je suis à tel niveau. De cette façon, les personnes participent à votre difficulté de rentrer à la maison et chacun calcule avec vous à quel moment on arrive. Mais si vous ne pouvez pas arriver, que vous êtes dans l'embouteillage, pendant que vous êtes à tel niveau, profite pour acheter telle chose pour venir à la maison parce qu'on en a besoin. Est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, il est utile à la maison.
Et impliqué. Il est impliqué alors, à ce qui se passe. Docteur, il y a une préoccupation de Paul-Marie qui dit « Mon frère est enseignant à Ferkessidou et sa fiancée à Soubré exerce le même métier. Ils n'ont que les congés et les vacances pour se voir. Leur couple traverse des difficultés. La femme souvent se plaint de ce fait, mais pourtant ce n'est la faute à personne. » La faute à personne, mais les rapprochements existent. Je pense que dans le Code du travail et les lois de la fonction publique, le rapprochement familial existe. Donc, je pense que la situation, initialement, arrangeait bien les deux. Et puis, aujourd'hui, peut-être pour des raisons qu'on ignore ici sur le plateau, cela commence à devenir pesant. Parce qu'on ne peut pas rester séparés quand on a une vie de couple. C'est vrai, ils sont tous les deux enseignants, donc c'est la chose la plus facile. Il s'agit de permutation. Et les couples se rapprochent, ou tous les deux vont dans la ville de l'autre, ou alors tous les deux quittent les deux villes et ils se rapprochent dans une autre ville où ils seront proches et ils seront tout aussi utiles pour la nation ivoirienne. Cette situation me fait penser à ce que, généralement, on prend des décisions et on ne mesure pas les conséquences à long terme ou même à moyen terme. La séparation d'un couple nuit véritablement à l'épanouissement du couple. Dès l'instant où vous êtes séparés, quelles que soient les raisons, il faut s'attendre à ce que le vide créé par l'autre soit comblé d'une façon ou d'une autre. Donc, il est important que si les couples sont amenés à se séparer pour des raisons valables, il faut que cette séparation soit bien discutée, que tout ce qui entre en ligne de compte soit bien compris, qu'on se mette bien d'accord et que cela ne soit pas de longue durée. Car, quelle que soit la durée, la difficulté s'installe parce qu'on est loin l'un de l'autre. Très bien. Terminer en plaisantant, hein. Il y a un officier de police qui a la charge du bain de son enfant avant d'aller au travail. C'est viral actuellement, c'est sur les réseaux sociaux. C'est une très très belle image. Je ne sais pas si ça peut être une conclusion pour dire qu'au-delà de ce qu'on fait, au-delà de ce qu'on est, il faut pouvoir faire en sorte de concilier sa vie de couple, le travail pour sauvegarder son cocon familial. Merci à vous. Merci. Merci pour vos conseils avisés tous les mardis dans le cadre de la famille. Merci. Mercredi. tous les mercredis. Merci Marco. Merci à vous. On rappelle que cette émission portait la signature de Christelle Akoussa à la réalisation et à la rédaction. Kadi Fadiga. Kadi Fadiga, assisté de non, il y a un point route. On y va, point route. Ah oui. Oula, il pleut Heureusement sur les deux qu'on a pris. plateaux. Il pleut aux deux plateaux, comme vous pouvez le voir à l'image. Est-ce qu'on a une autre escale, une autre pause? Alors, on va où maintenant, Christelle Akoussa? Sur le De Gaulle, la pluie est de mise. Vous le constatez, il pleut. Oui, il pleut. Hein. Attention, doucement, vous nous tenez à cœur. Hein. Attention aux éléments de visibilité et puis les parapluies également. Ah oui, la chaussée est très glissante. C'est vrai qu'il y a les embouteillages. En plus, il pleut. On est tenté d'aller très vite, mais il ne faut pas. Là, on est à Treichville. Il pleut également sur Treichville. Décidément, il pleut sur tout Abidjan. On va être très prudent, s'il vous plaît, sur les routes. Quid de Koumassi, également il pleut. Oula, il pleut même sur notre caméra. Donc voilà. Là c'est Koumassi, il pleut là, même sur la caméra. Ah là, c'est pas évident. Attention à tout le monde. Et même là, on entend la pluie parce qu'il pleut ici à Cocody également. Merci pour votre fidélité. Donc sortez avec vos parapluies, sortez couverts. À demain.